On entend tout et n'importe quoi sur les marchands de biens, des spéculateurs, des arnaqueurs, des briseurs de rêves, des margoulins de l'immobilier. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde tout ça en détail et qu'on vous dise le vrai ou faux de cela et qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et je pense qu'on va pouvoir vous démontrer un petit peu qu'on est, spoil un peu la fin de la vidéo, mais des créateurs de valeur dans l'immobilier. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle, on est dans les MDB Talk, Benjamin du Cercle MDB. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre-Emmanuel. Salut Pierre-Emmanuel. Salut à tous. Pierre-Emmanuel, directeur opérationnel dans le Cercle MDB, qui va nous apporter son regard entrepreneurial, business et connaît les marchands aussi. Donc on va parler dans cette vidéo voilà, de marchands de biens, un peu de cette réputation, de cette, je dirais, de cette image qui nous colle à la peau parfois, mais je trouve qu'elle est en train de changer. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette image sur les marchands de biens Ouais, c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire sur les marchands, création de valeur, pas création de valeur, les grossistes peut-être de l'immobilier aussi. Enfin voilà, peut-être pour commencer, si on pouvait redéfinir le sujet du marchand de biens, comment on le définirait aujourd'hui selon toi? Ouais. Le marchand de biens, pour moi, et à la base, c'est vraiment le commerçant de l'immobilier. Alors, on entend souvent parler un peu de trader de l'immobilier. Il achète, il revend, etc. Mais ça, c'est vraiment ce que tu disais, cette partie un peu grossiste. Il va aller acheter. Moi, je prends souvent l'exemple avec le marché, le grossiste arrangiste qui va revendre sur les petits marchés et puis sur les petits producteurs. On fait pareil avec des appartements, des maisons et des biens immobiliers. Néanmoins, et de plus en plus aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où je pense que c'est quand même plus délicat et plus difficile de faire ce qu'on appelle du flip sans travaux, et l'absence de création de valeur immédiate et visible sur les biens immobiliers. Donc pour moi, ça reste un commerçant de l'immobilier qui doit acheter et revendre. On est clair là-dessus. Par contre, généralement, et de plus en plus dans les opérations, parce que le marché s'est complexifié, les attentes des vendeurs, les intermédiaires, l'information donnée à tout le monde est plus disponible. C'est plus difficile, je pense, de faire des opérations purement, on va dire, allez, spéculatives. On voit que c'est un peu la mode en ce moment, le marchand de biens. J'ai l'impression tout le monde veut devenir marchand de biens. Il y a un peu l'immobilier locatif qui se déporte vers ce métier, ce qui est radicalement différent pourtant. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, donc forcément beaucoup plus de concurrence. Et donc forcément, il faut essayer de trouver des marqueurs concurrentiels. Comment est-ce qu'on peut se différencier pour faire la différence avec cette concurrence, quoi. Ouais, exactement. Il y a probablement plus de concurrence. C'est un métier à la mode. Alors, je dis métier parce que je pense vraiment que c'est un métier, même si certains pensent que ça peut être un side business, que je peux entendre sur certaines opérations où c'est gérable. Mais véritablement, si on veut se professionnaliser et le faire de façon claire, professionnelle, responsable, il faut y consacrer du temps et c'est vraiment une activité professionnelle. Et d'ailleurs, on est reconnu comme tel vis-à-vis des partenaires financiers, etc. On n'est plus un particulier qui ferait de l'investissement et on a des responsabilités de professionnels comme des promoteurs immobiliers aussi. Donc, il y a plus de concurrence, probablement, oui, je suis d'accord. Et puis, effectivement, il faut savoir se différencier et il faut savoir créer de la valeur encore plus. Peut-être avant de passer au sujet de la création de valeur, ça vient d'où un peu ces préjugés à l'origine? Ça vient de l'historique et de l'histoire et le fil de l'histoire immobilière des marchands de biens. Alors il faut imaginer qu'aujourd'hui tout le monde a accès à de l'information sur Internet. Il y a quand il n'y avait pas Internet, il y a 20, 30 ans, 40 ans, il y avait déjà de l'immobilier, il y avait déjà des transactions immobilières qui se faisaient. Bon, comment on savait un petit peu quel était le prix des choses, comment on savait qu'est-ce qui se passait? On consultait des professionnels, souvent des agences immobilières, souvent des notaires qui avaient, je pense, encore un rôle un peu plus important de conseil. Les agences immobilières physiques, on n'avait pas tous les agences digitales, les mandataires, etc. Et puis, il y avait des professionnels de l'immobilier, des mandataires, des marchands de biens qui étaient là aussi et qui récupéraient des dossiers, des opportunités et puis qui les revendaient avec des clients finaux. Des fois, ils étaient souvent en lien avec des agences immobilières ou agents immobiliers eux-mêmes. Et surtout, ce qui a fait la réputation, je dirais, sulfureuse des marchands de biens, c'est un peu certaines histoires et certains cas, mais qui sont, à mon avis, plutôt quand même une minorité de cas de figure, mais des histoires qui ont fait parler avec des arnaques. On imagine le papy-mamie arnaqué par le marchand de biens qui lui a dit « votre bien, il vaut 10 alors qu'il en valait 100 », et puis qu'il l'a acheté à 10, et puis voilà. Donc il y avait ce côté-là un peu je pense, peut-être pour certains d'abus, donc il y a eu ce côté-là.
Le deuxième point, c'est le côté filou, dans le sens n'assume pas ses responsabilités et n'assume pas les engagements qu'il prend. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont venues un petit peu encadrer l'activité de marchand de biens. Je pense à des lois vis-à-vis des locataires. Hop là, vis-à-vis des locataires. Typiquement, il y a des marchands de biens qui achetaient des immeubles en bloc ou des ensembles immobiliers qui sortaient les locataires comme des malpropres. Donc les lois sont venues encadrer ça, et donc en fait il y a eu pas mal d'histoires par rapport à ça. Et le dernier point, donc le premier point, différence d'information. Le deuxième point, peut-être gestion des locataires, les histoires qu'il y a eu autour. Et le dernier point, c'est je suis marchand de biens, je m'engage à faire X ou Y travaux, puis je fais n'importe quoi, je respecte pas les préconisations techniques, les règles de l'art, etc. J'ai prévu de vendre un truc fini à des clients, finalement les clients sont hyper mécontents parce que c'est fait à l'arrache, et du coup ça fait des histoires. Donc en fait c'est souvent en fait du coup ce manque de professionnalisme et de garanties données, etc. jusqu'au bout, qui a donné cette image et cette réputation aux marchands de biens. Sachant que c'est une activité qui, quand elle est bien réalisée, quand elle est correctement réalisée sur des opérations, peut générer des sommes importantes. Faible barrière à l'entrée, du coup, parce qu'il n'y a pas de carte professionnelle, etc. Donc, demain, n'importe qui se lance marchand de biens, c'est d'ailleurs le cas, et c'est OK, en fait, on peut créer une activité de marchand de biens avec le code APE des marchands de biens, pas de problème. Et du coup, ça a attiré des gens qui n'étaient pas forcément toujours bien intentionnés aussi. Donc, il y a eu pas mal de scandales par rapport à ça, des crises immobilières qui sont passées par là, des banques qui se sont fait lessiver parce qu'il y a eu des marchands de biens qui avaient un petit peu fait trop d'effets de levier et un peu trop d'emprunts et qui n'ont pas pu honorer. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, je pense, le contexte. De ce que je peux voir quand même, si je rebondis, il y a quand même un déportement de la typologie de marchands de biens. J'ai l'impression qu'avant, c'était vraiment des commerciaux qui étaient très forts en relationnel, qui allaient acheter très bien, revendre très bien, qui étaient vraiment concentrés sur le fait de vendre et d'acheter. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a un profil, en tout cas chez nous, des marchands les plus performants qui sont un peu plus intello, un peu plus analytiques, un peu plus justement sur, alors pas forcément sur des travaux d'ailleurs, mais plutôt création de valeur, effectivement. Ouais, exactement. On en avait fait une vidéo avec Sébastien à ce propos-là sur les différents types de profils de marchands. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'à la base, les bons marchands de biens étaient des marchands, en fait, dans le commerce. Ils faisaient du commerce. Ouais. Donc ils étaient très bons pour négocier, ils étaient très bons pour revendre, ils avaient les bons clients avec les bons produits. Ils achetaient, ils revendent, tac, tac. Et c'est toujours le cas. Si on veut être un bon marchand de biens aujourd'hui, il faut être bon sur cette fibre commerciale. Mais je pense que, contrairement à peut-être un certain temps auparavant, aujourd'hui, ce n'est plus seulement suffisant. Et il faut un peu plus. Et effectivement, tu dis, chez nous, donc, au cercle, on a des membres qui sont chez nous et qui sont vraiment plus orientés. Je pense que c'est un peu les marchands de biens 2.0. Mais comme il faut s'adapter à l'ère du temps, je pense que c'est vers là qu'il faut tendre. Il faut créer de la valeur sur les actifs autrement, ou en plus, c'est pas forcément, c'est pas ou, c'est et, en plus de la partie commerciale, avec cette partie gestion d'éviction des locataires, découpe, division, gestion de problématiques travaux, gestion de problématiques d'urbanisme, etc. etc. Ouais. En tout cas, il faut résoudre un maximum de problèmes et c'est comme ça que ça marche. Il y avait un dernier point aussi que je vois assez souvent en rendez-vous, c'est que la vision qu'on a du marchand, c'est un peu un loup solitaire. Qui n'a pas envie de partager ses astuces, ses bonnes pratiques, parce qu'en fait, c'est le concurrent. Et donc, il a un peu envie de garder son truc pour lui, ses bonnes affaires pour lui. Il ne veut pas partager, en fait. Mais c'est vrai que la plupart des marchands de biens sont des loups solitaires. Ils travaillent dans leur taverne et puis ils sortent pour prendre la bonne affaire et faire leur opération. Ils aiment être plutôt discrets. Je vois plusieurs raisons à ça. C'est le côté effectivement de risque de concurrentiel ou de trop s'exposer, de montrer la façon dont ils travaillent au risque que les autres puissent faire pareil qu'eux. Je pense que ça change, ça aussi. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'est des personnes qui avaient une réputation un petit peu, justement, parfois sulfureuse, ou en tout cas, on leur collait cette image à la peau. Et ils n'ont pas forcément envie de s'exposer pour ça, du coup. Okay. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est plutôt des loups solitaires. C'est rarement très organisé, structuré avec des équipes, des bureaux, etc. Enfin, c'est plus rare. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des chiffres un peu ou des exemples concrets à nous donner, tu vois, en termes d'impact qu'on peut voir? Ouais, alors sur l'impact et pourquoi en fait je suis parce que j'ai parlé de la réputation et j'ai parlé d'un peu de qu'est-ce qui a fait que les marchands étaient vus de cette façon-là. Mais moi, je suis assez convaincu qu'il y a de la création de valeur réelle sur nos opérations, quelles que soient les opérations.
Alors, si on revient sur on va dire les deux types d'opérations, parce qu'il y en a un type d'opération où on va dire, mais qu'est-ce qui crée comme valeur le marchand? L'opération purement spéculative, dont on parle de temps en temps, ou souvent pour certains, qui est le flip. Le flip, c'est quoi? C'est j'achète un bien, et sans que, d'apparence, il y ait aucun changement, je le revends de la même façon, plus cher. Qu'est-ce qui fait qu'un bien a été acheté peu cher et revendu plus cher? Bon, ben là, on est effectivement sur quelque chose qui est, entre guillemets, spéculatif, ou purement spéculatif pour certains. Et d'ailleurs, c'est un sujet de plus en plus pour des établissements bancaires et financiers, parce que ces opérations-là sont très difficiles à financer. Et de plus en plus difficiles à financer parce que, compte tenu de tous les enjeux un peu de RSE, enjeux écologiques avec les DPE, etc., les banques doivent financer des choses qui créent de la valeur. Elles doivent financer de l'économie réelle et pour elles, finalement, l'achat d'un bien pas cher, même si vous avez été très bon à la négo et la revente plus chère, c'est pas forcément quelque chose qui a été une opération de création de valeur. Alors ça, c'est sur la théorie de certaines banques, etc., et de pas mal de gens qui disent mais c'est pas possible de faire ça. Moi, je pense que la création de valeur, elle passe quand même par le fait que vous avez réussi à sourcer ce bien-là et vous avez une parfaite connaissance du marché. J'en parle souvent, si vous êtes le premier à être sur un deal, c'est que vous avez fait un paquet de visites, un paquet de discussions, d'échanges, de relations avec des personnes pour arriver à obtenir cette offre d'achat, à obtenir cette première visite, ce contact qui va vous donner la personne qui vend le bien. Et tout ça, ça se paye et ça se rémunère. La deuxième chose, c'est le côté de la sortie. Donc, une fois que vous avez, entre guillemets, bien acheté et que vous avez travaillé pour bien acheter, la sortie, eh bien, c'est de trouver le bon acquéreur. Alors, bon, des fois, on passe par un agent classique qui nous a amené le dossier, etc. Des fois aussi, vous êtes un très bon vendeur. Et vous arrivez à vendre plus cher, moi, ça m'est déjà arrivé, que ce que les agences vont vous dire. Parce que vous avez réussi probablement à mieux packager, à mieux présenter le dossier, à trouver une cible d'acheteurs que les autres n'ont pas vu. Et ça, c'est un travail aussi. Et ce travail se rémunère. Donc, même sur les opérations de flip, je pense qu'il y a une certaine création de valeur. Et là, je n'ai pas parlé aussi de la situation des vendeurs. Parce que je pense que la situation des vendeurs, finalement, et les marchands sont là aussi pour créer de la liquidité sur le marché. Ouais. Les vendeurs sont parfois dans des situations difficiles, délicates. Et je ne suis pas là à dire qu'on va abuser ou profiter de la situation. Mais quand quelqu'un a besoin de vendre vite et maintenant avec des certitudes et des garanties, des personnes qui ont des moyens, des fonds, des capacités à structurer des deals sont là et se positionnent. Je prends typiquement l'exemple de quelqu'un qui a des difficultés financières liées à son entreprise, liées à une succession, liées à des difficultés personnelles, ou quand ils ont une épine dans le pied avec un bien qui est difficile à vendre, beaucoup de travaux ou autre, si un marchand se positionne, il va acheter pas cher, et lui, il est capable de résoudre le problème parce qu'il a une sortie, parce qu'il sait faire, parce qu'il a une expertise immobilière, financière, de montage d'opérations, et il va résoudre le problème des vendeurs. Et donc, à partir du moment où on résout le problème de quelqu'un qui a une forte douleur, on peut être rémunéré pour. Et de ce point de vue-là aussi, je pense que certaines opérations de flip, même si elles n'occasionnent pas de travaux derrière, elles n'occasionnent pas de création de valeur immédiate, directe sur le bien en lui-même, in fine, elles résolvent un problème pour des vendeurs, peut-être pour un acheteur qui a besoin d'investir, etc. Et donc, du coup, ce ne sont pas des intermédiaires, mais ils participent en fait à la liquidité de ce marché. Ouais, c'est ça. En fait, apporter de la valeur, c'est pas forcément faire des travaux, c'est pas forcément de la complexité en elle-même. Non, c'est vrai. C'est simplement résoudre des problèmes, mais c'est pas forcément des problèmes complexes en fait. Exactement. Des fois, c'est être au bon endroit au bon moment, et le fait de s'être placé au bon endroit et d'être là à ce bon moment, c'est déjà résoudre un problème pour certains. Carrément. Donc ça, c'est le cas des opérations, je dirais, spéculatives, qui existent encore, je le redis, sur le marché immobilier. Il y en a pas tous les jours dans le cercle, mais il y en a régulièrement dans le cercle des opérations où il y a peu de choses à faire, voire pas de choses à faire. Mais c'est encore quelque chose qui existe. Deuxième typologie d'opérations, c'est les opérations à création de valeur. À création de valeur forte, on appelle ça, et je trouve que création de valeur, c'est un peu un terme flou pour beaucoup de monde. Value add en anglais, on ajoute de la valeur. Je trouve que c'est encore plus fort, création de valeur, ajout de la valeur. C'est quoi l'ajout de la valeur sur un bien ? Il y a plein de façons de le faire. Nous, dans le cercle, on répète toujours qu'on est capable d'ajouter de la valeur de différentes façons sur un bien. Et il faut être capable, je pense, d'être ouvert sur les différentes façons de créer de la valeur. On parle souvent de travaux, mais les travaux, ça peut être tout. Il y a plein de travaux différents. Les travaux qui vont, je vous ai parlé de l'amélioration énergétique.
Ça, c'est un type de travaux qui coûte un certain budget, mais si vous savez faire les bons travaux pour améliorer le DPE d'un bien, ben on sait que les diagnostics de performance énergétique, selon les villes, les secteurs en France, les biens entre une classe G et une classe A, même pas A, même C, peuvent varier de 20 à 25% en termes de prix. Certains secteurs, c'est encore plus important. Donc du coup, si vous arrivez à faire des travaux pour améliorer ce DPE, vous allez peut-être créer 25% de valeur sur le prix du bien. Ça, c'est une façon de le faire. Les travaux qui vont réaménager des pièces, créer des pièces supplémentaires, passer d'un appartement studio à un T2, un T2, un T3. Ça, c'est de la création de valeur parce que, en fait, on va donner un appartement qui est mieux agencé, mieux ordonné, etc., ou mieux rénové, tout simplement. Comme ici, où c'est très joli, c'est mieux qu'un bien un peu délabré, avec des peintures pas en bon état, un sol qui n'a pas du parquet, etc. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, travaux. Après, on a la partie que je qualifierais vraiment plutôt de grossiste, où on va acheter des grands ensembles immobiliers et qu'on va revendre à la découpe. Et ça, c'est très fréquent, ça fonctionne aussi très bien. Et c'est purement le principe de j'achète 100 kilos de tomates et je revends des grappes de tomates. Voilà. C'est simple, c'est basique, expliqué comme ça, on fait ça avec des ensembles immobiliers. Pourquoi ça marche? Pourquoi d'autres ne le feront pas? Ou des particuliers ne le font pas? Peut-être pour des raisons de budget, parce qu'en fait, si vous achetez 10 appartements au lieu d'un, forcément, c'est un budget qui est plus important, 10 fois plus important que l'appartement seul. Donc moins de monde peut se le permettre. Moins de monde est capable de prendre le risque d'acheter un ensemble immobilier et d'assumer derrière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que souvent, en fait, c'est des ensembles que les gens vont même pas regarder parce que c'est pas du tout adapté à ce qu'ils cherchent. En fait, eux, ils cherchent un appartement ou une maison. Ils cherchent pas un ensemble de maisons complexes, des choses sur lesquelles ils n'arrivent pas à visualiser ce qu'ils pourraient créer comme futur bien immobilier, etc. Et justement, c'est ce marchand qui va voir peut-être le potentiel futur et se dire, voilà, je fais comme ça. Si je fais le parallèle avec les promoteurs qui opèrent dans le neuf, le promoteur immobilier, et il voit un terrain vierge ou 2-3 maisons, il va se débrouiller pour rassembler les maisons, et ensuite il va vendre un futur vide d'air, c'est-à-dire que là vous aurez un appartement, quand j'aurai démoli toutes ces maisons, j'aurai construit un immeuble de 5-10 étages, et vous aurez un appartement qui correspondra à ça. Il crée beaucoup de valeur aussi, parce qu'en fait il arrive à partir de 3 habitations, à créer peut-être 50 logements, et voilà. Nous, on fait un peu la même chose sur des divisions d'ensemble immobilier, des mises en copropriété, etc. On peut créer de la valeur aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, avec de l'urbanisme, en obtenant des autorisations pour amener plus de lumière, donc des ouvertures, on peut modifier des éléments de façade, on peut créer encore des extensions, rajouter de la surface de plancher, aménager des combles, aménager des garages en surface habitable. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, des surélévations, des extensions. Donc ça, c'est des possibilités qu'on a. Ou en résolvant des problèmes d'urbanisme, parce qu'il y a plein de gens qui, ignorant volontairement ou pas les règles d'urbanisme, font des choses plus ou moins dans la légalité, ils se retrouvent avec un produit qui est beaucoup plus difficile à vendre. Et donc il faut le régulariser, des pros passent derrière, régularisent et créent de la valeur par ce biais-là. L'urbanisme, je pense à la gestion des locataires. C'est un sujet très, très, très souvent abordé. Pour beaucoup de marchands de biens, éviter complètement, parce qu'ils se disent c'est de l'humain. Ouais. L'humain, c'est dur. Il faut le gérer. Il y a beaucoup de juridiques, beaucoup de lois. On dit souvent qu'en France, les locataires sont très protégés, etc. Ce qui est une bonne ou mauvaise chose, à la limite, c'est pas mon sujet. À partir des lois actuelles qui sont en place, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut discuter avec eux? Comment on peut gérer cela? Et comment on peut créer de la valeur par le fait de mettre des bons locataires, ou au contraire, entre guillemets, d'enlever des mauvais locataires en protocolant avec eux, éviction, gestion de bail. Comment on peut faire pour libérer complètement un ensemble immobilier ou au contraire augmenter sa rentabilité. En fait, c'est un peu ça. Et avec ces différents cas de figure, que ce soit des travaux, de l'urbanisme, de la division, gestion locative, je pense qu'on a fait à peu près le tour un peu des potentielles créations de valeur sur le marché immobilier. Mais du coup, il y a quand même des margoulins non, sur le marché. Il y a probablement toujours des margoulins, comme dans toute profession et comme dans tout milieu, des gens qui font plus ou moins bien et correctement les choses. Est-ce que tu aurais des manières de les identifier, de les repérer ou des choses comme ça? Justement, en fait, nous, si on communique sur les réseaux et si on est sur Internet, c'est qu'on a une certaine image, qu'on est là pour le long terme, qu'on a envie de montrer qu'on est sur véritablement un impact sociétal et sur l'économie immobilière au sens large.
je pense qu'il y a des personnes qui se cachent un peu. Quand vous êtes visible un peu partout, vous montrez vos réalisations, vous êtes capable d'assurer et d'honorer vos engagements. S'il y a des choses qui se passent mal, vous réparez, vous trouvez des solutions avec vos acquéreurs finaux, les clients. Moi, je dis souvent, en fait, un peu ma plus grande fierté, c'est que... Pas la plus grande fierté quand même, mais j'exagère un peu. Mais une des fiertés ou une des choses que je suis assez fier d'avoir fait, c'est que mes acquéreurs, je suis capable de les appeler tous. Ouais. Je prends mon téléphone, je les appelle. Ça va bien ? Bah ouais, ça va bien. Et je crois pas qu'il y en ait un seul qui, si je me permets, me chie à la gueule. Parce que, encore une fois, ça n'a pas été toujours tout rose. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres, pour des raisons financières, de discussion, de négociation, de travaux. On s'est des fois pas compris. Des fois, il y a eu un petit souci. Moi, j'ai eu des fois des dégâts des eaux post-rénovation. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? On assume, on répare, on fait travailler les assurances, on paye s'il y a besoin. Et puis voilà. En tout cas, on est un pro jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, d'être un pro jusqu'au bout et de garder de la constance, de la consistance sur notre activité et montrer qu'on l'a fait de façon pro. Chez les membres du cercle, d'ailleurs, on encourage les membres à parler de nos opérations, on filme nos opérations, on n'a pas honte de nos opérations. De plus en plus de marchands s'exposent sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, site web. Et je pense que ça amène plus de bons que de mauvais. Ouais, c'était ma dernière question. Tu vois, comment est-ce qu'on fait finalement pour redorer le blason du marchand, quoi. Mais tu as un petit peu répondu à ça. Ouais, parce que je pense que le numéro 1, c'est d'assumer d'être marchand de biens. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on dit quand les gens rentrent chez nous. Et quand ils viennent à l'onboarding et tout, je leur dis, mais c'est la phase d'intégration. Il va falloir que vous assumiez d'être marchand de biens. Tant que vous n'assumerez pas de gagner de l'argent et de créer des opérations immobilières qui génèrent de l'argent, finalement, vous n'allez pas assumer d'être marchand de biens. Et quand on n'assume pas de faire ces opérations immobilières et qu'on a l'impression un peu de ne pas être au bon endroit ou de ne pas s'assumer complètement, je pense qu'on est moins performant, moins pertinent. À partir du moment où on s'assume dans cette position-là, comme tout, comme dans toute activité ou comme dans toute position, etc., je pense qu'on est meilleur. Et je pense que ça aide à l'image du métier. Parce qu'en s'affichant, plus ou moins réseau par réseau, peu importe, en tout cas en s'identifiant comme marchand, on se positionne et on a des engagements et des devoirs qui vont avec ce positionnement. Et comparé à d'autres personnes, je pense que ce sera différenciant. Donc pour redorer l'image de cette profession, je pense qu'il faut s'affirmer comme un acteur de l'immobilier clair, net et précis. Je pense vraiment que dans les prochaines années, 10, 20, 30, 50 prochaines années, on a une vraie place à prendre dans le marché immobilier. Encore une fois, j'en ai parlé, mais rendre de la liquidité au marché, réhabiliter l'ancien, travailler sur les points énergétiques. Il y a, je crois, près de 10% de logements vacants en France parce que les gens ne savent pas quoi faire, etc. On va devoir redonner cette liquidité. Il manque de logements en France. Ouais. On va devoir densifier. Densifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer du logement là où il y en a déjà. Mais pour ça, il y a deux solutions. Soit on rase tout, on reconstruit, mais ce n'est pas du tout dans l'air du temps, malheureusement. Il y a plein de réglementations, la ZAN, etc., qui sont en cours. Et je pense que du coup, l'ancien, réhabilité, rénové, travaillé par des marchands de biens, ça va être une vraie clé. Et donc, il faut prendre ce coche-là et cette direction-là, ce virage-là. Pour redorer l'image de la profession, il faut aussi faire les choses de façon professionnelle, j'en suis sûr. Il faut assumer ses obligations. Il faut prendre des assurances. Il faut discuter avec ses pairs, avec d'autres marchands de biens, avec d'autres professionnels de l'immobilier. Il faut faire les choses bien. Et je pense que déjà, ça aidera à bien fonctionner. Le dernier petit point, je pense que c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve non plus. Et que ce n'est pas la profession qui est faite pour tout le monde. C'est de l'entrepreneuriat, donc c'est dur parce que c'est de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas toujours de certitude. Et c'est de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est plutôt des sommes importantes. Donc, on peut partir de zéro, oui, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, tu veux dire qu'on ne va pas être millionnaire dès les 6 premiers mois ? Quoi ? C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que rien n'est impossible. Mais je préfère mettre en garde et dire que ça demande du travail, beaucoup de travail. Ça demande aussi une part de chance. Ouais. Ça demande quand même un peu de capitaux ou alors des associés financiers assez forts. En tout cas, c'est une belle profession qui a, à mon avis, un bel avenir devant elle, cette profession.
et qui a encore beaucoup de pas à franchir dans sa, je pense, structuration, professionnalisation. Ouais. On entend parler depuis un moment d'une carte professionnelle comme d'autres métiers dans l'immobilier, comme les agents immobiliers qui ont des cartes de transaction, de gestion, de carte G. Mais je pense que peut-être que ça viendra un jour, de montrer qu'il faut de la formation, qu'il faut des compétences. Et puis surtout, ça évitera les scandales qui ont pu un peu émailler la profession et que ça permettra encore une fois, de redorer le blason, comme tu l'as dit. Carrément. Donc je résume, s'assumer en tant que marchand de biens, prendre ses responsabilités, apporter de la valeur sur les biens. Ouais. On n'est pas trop mal, quoi. Bah, avec tout ça, déjà, ça sera plutôt une bonne chose. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce mythe du marchand de biens qui serait pas forcément un acteur clé de l'immobilier. Et je pense vraiment qu'il a une place probablement prépondérante, qu'on sous-estime beaucoup, et une image qui est à faire changer, et on y travaille. On y travaille nous-mêmes en tant que marchands, nous-mêmes en tant que Cercle MDB à professionnaliser. C'est un peu notre mission, professionnaliser, rendre les opérations les plus nobles possibles et accompagner les marchands dans cette voie-là. Complètement. Bah, merci Ben. Avec plaisir. Merci à toi pour cette discussion. J'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. J'ai oublié autre chose? Qu'est-ce qu'on demande en commentaire là? On peut dire les avis que vous aviez sur le marchand de biens, les rumeurs que vous avez entendues, peut-être. Ouais, c'est vrai que je veux bien votre avis parce que moi j'ai partagé mon avis et ma vision, mais je veux bien vos commentaires, vos retours. Si vous trouvez que ce qu'on dit c'est complètement à côté de la plaque, ou si on a une part de vérité ou totalement la vérité, on veut vos commentaires en retour. Les avis que vous avez entendus les plus fous sur les marchands de biens, par exemple, ça peut être intéressant. Très bien, parfait. Trop bien. Bon, ça marche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye Pierre-Manuel, salut. Salut Ben. À bientôt, ciao.